Allez, Mamadouri, on en vient à ces résolutions donc issues du sommet extraordinaire de la CEDEAO. C'est annoncé et ça a été donc convoqué sur initiative du président en exercice donc de l'institution régionale, le président Bissau-Guinée Umaru Sissoco Embalo. On note premièrement que la CEDEAO a reconduit les sanctions donc, qui étaient imposées aux trois pays. Ensuite, la CEDEAO a décidé d'imposer une interdiction de voyager au gouvernement et au cadre des trois pays en transition. Et sous le cas de la Guinée, on notera donc que la CEDEAO rejette tout ce qu'elle appelle les mesures unilatérales prises en ce qui concerne la mise en œuvre de la feuille de route de la transition. Et là-dessus, c'est là-dessus qu'il faut évoquer le décret pris le 9 février dernier par le colonel Mamadi Doumbouya portant création du comité de suivi de la mise en œuvre du chronogramme de la transition. En lieu et place, la CEDEAO s'attend plutôt à un comité conjoint. Et enfin, la CEDEAO réclame toujours un dialogue national et inclusif avec la participation de tous et en garantissant plutôt la sécurité et la liberté de tous les participants plutôt. Oui, je pense que là, il faut d'abord rappeler que ce sommet extraordinaire des chefs d'État des pays de la CEDEAO donc s'est tenu en marge de la 36e session ordinaire de l'Union africaine. Et moi, en fait, je ne suis pas tout à fait surpris d'ores et déjà du fait que la CEDEAO décide de reconduire les sanctions, même si auparavant, à l'issue de leur sommet du 4 décembre 2022, ils ont exprimé à l'attention donc de la commission de la CEDEAO la possibilité d'une levée progressive de ces sanctions-là. Ouais. Donc il y avait déjà cette volonté. Mais rappelez-vous qu'il n'y a pas encore 2 semaines, M. Maurice Sanda et ses 2 autres amis du Burkina et du Mali, non seulement se sont réunis à Ouaga, ont tenu les propos que vous avez vus dans le communiqué final de cette rencontre tripartite, mais j'ai vu cette délégation qui est allée aussi à l'Union africaine. Faire des plaidoyers. Au-delà des plaidoyers, c'était pratiquement une sorte d'injure copieusement qu'ils ont faite à ces messieurs. Mais bien sûr, quand vous écoutez le ministre des Affaires étrangères du Mali qui attaque frontalement ces chefs d'État de la CEDEAO, quand vous avez écouté Maurice Sanda qui dit on n'est pas allé acheter notre transition au marché et on ne doit pas nous imposer des sanctions. J'ai l'impression que c'est une sorte de guérilla, en quelque sorte, qu'on ouvre vis-à-vis de ces chefs d'État. Donc, comment est-ce que vous pouvez vous attendre que les chefs d'État maintiennent, je veux dire, lèvent ces sanctions? Ils sont à l'écoute, eux aussi. Parce que si et à la fin, Mamadouri, c'est un camouflet pour Maurice Sanda et ses 2 autres collègues du Mali et du Burkina Faso. Ils sont allés en éclaireur avant la session, avant la session de l'Union africaine. C'est un échec cuisant, et les propos n'étaient pas du tout diplomatiques à l'endroit du chef d'État de la CEDEAO. J'ai moi-même suivi, si vous voulez, le compte rendu de leur mission de ce côté. Mais je me suis un peu amusé à retrouver un peu les anciens communiqués. Déjà, quand vous prenez le communiqué final de l'accord, l'accord dynamique qui a été trouvé entre la partie guinéenne et les envoyés de la CEDEAO, en son point 10, il est dit que le médiateur de la CEDEAO prendra les dispositions nécessaires pour engager toutes les parties prenantes de la Guinée afin d'assurer une mise en œuvre inclusive du chronogramme de la transition. D'abord, la responsabilité du médiateur. Est-ce qu'il a fait ce travail? Moi, ma réponse est non. Je ne le sens même plus, ce monsieur-là. Le médiateur, pourtant, tous les médiateurs des 3 transitions étaient présents à ce sommet extraordinaire, ont rendu compte de leur facilitation. Ce boulot-là. Et selon mes informations, je veux dire, Boniaï aurait eu un langage assez dur à l'endroit des autorités de la transition. Il aurait dit que ces jeunes gens ne feraient absolument rien. Rien dans le sens d'un retour à l'ordre constitutionnel. On espère qu'il le dira haut et fort pour que tout le monde l'entende. Parce qu'on ne le voit pas assez à Conakry. Pour qu'on sache qu'il était en train de déployer ses services de médiation pour que, effectivement, le point 10 soit respecté. Ça, c'est ta responsabilité. Mais la conférence du 4 décembre 2022, après l'obtention de l'accord, là, il y a eu une conférence le 4 décembre 2022 et les chefs d'État, là, se sont exprimés encore. Il y a le point 36 qui dit que la conférence demande instamment aux autorités guinéennes de tenir un dialogue national incluant l'ensemble des acteurs politiques sans exception et de garantir la sécurité et la liberté de tous et tous les participants. Cela aussi n'a pas été une réalité. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils sont en droit de rappeler ces engagements pour que tout le monde soit donc impliqué dans le processus de mise en œuvre
du chronogramme. Aujourd'hui, il y a eu ce comité de suivi qui a été mis en place. Déjà, vous avez des acteurs de la société civile qui se plaignent. On a écouté le jeune du CNOX qui disait qu'il n'était pas partie prenante. En tout cas, on ne leur a pas laissé de place dans ce comité de suivi. Bien. Est-ce que ça, c'est déjà à l'interne. À l'interne. Est-ce que les partis politiques... Et au-delà, la CEDEAO, ce qui était prévu, c'est la mise en place d'un comité conjoint de mise en œuvre et d'évaluation. C'est quelque chose qui n'a pas été respecté. Qui n'a pas été respecté. J'y arrivais tout à l'heure en parlant de contradictions internes. Les partis politiques, non seulement qui n'ont pas pris part au dialogue qui a pris fin, mais non plus n'ont pas leur place dans le comité de suivi. Aussi, on a regretté. Maintenant, c'est la CEDEAO aussi qui se plaigne du fait que le comité n'a pas été conjointement mis en place. Donc, je pense qu'il y a un problème et je pense que notre ministre des Affaires étrangères doit un peu recadrer sa méthode pour peut-être qu'on soit dans les normes. Bref, de bout en bout, on a raté. De toute façon, voilà, je pense que ces résolutions sonnent comme un camouflet pour la diplomatie. Et je termine c'est un échec total. Je termine en disant que je doute quand même sur les fameuses interdictions de voyage à l'endroit de certains officiels. C'est la première fois que c'est exprimé comme ça de manière explicite. Non, ils l'ont déjà dit dans certains comptes rendus ici, on n'a pas vu d'interdiction. Demain, vous verrez certains officiels c'est ce qu'on va voir. Aller en mission. C'est ce qu'on va voir. De ce point de vue, je ne suis pas assez porté là-dessus. Bien, allez-y, Garay. Quelle lecture peut-on faire de ces résolutions? Déjà, il faut noter que à partir d'hier minuit, donc de ce lundi, selon nos informations, cette mesure d'interdiction de voyager qui va frapper les membres du gouvernement et autres hauts cadres des 3 pays en transition va entrer en vigueur. Pour moi, cette interdiction de voyage faite aux autorités des différentes transitions, pour moi, elle ne pèse pas lourd sur la balance. Oui, bien sûr, puisque après, ça n'a pas de sens à tes yeux. Mais bien sûr, après le 5 septembre, des cadres guinéens, il y a même une liste qui est sortie à cet effet, demandant à ce que ceci-là ne. C'est pas pareil. Mais bien sûr. Je pense que rien n'a changé dans les sanctions imposées à ce pays. Et ça n'a pas empêché ces 3 pays de diriger leur transition. Je pense de continuer leur route. De continuer leur route. Et ça va continuer comme ça n'arrêtera pas la transition. C'est très important. Encore une fois, je pense que le point sur lequel il faut insister, ce qui en tout cas m'interpelle, c'est par rapport à la tenue d'un dialogue inclusif. Je pense que c'est très important de se fixer là-dessus parce que le chronogramme a déjà commencé. Quand la CEDEAO insiste pour réclamer un dialogue national inclusif et en exigeant qu'il soit garanti à tous les participants leur sécurité et leur liberté, cela sonne comment? Est-ce que ça sonne comme un rejet de ce qui a eu déjà lieu entre novembre et décembre? Oui, ça peut apparaître ainsi. Raison pour laquelle il faut interpeller les uns et les autres, c'est très important. Notamment les facilitatrices. Oui, parce que le gouvernement de transition. Tout à fait. Chacun doit y contribuer pour qu'on puisse ensemble se retrouver autour de la table pour discuter. Encore une fois, il faut interpeller les uns et les autres. Notamment le CNRD, puisque c'est le CNRD qui détient le pouvoir. Mais il n'est pas le seul à le diriger. Parce que je pense que la vie de la nation implique vous et moi et les citoyens lambda. Oui, chacun de nous a son mot à dire dans la conduite de cette transition. Même le citoyen lambda, parce que ce que nous faisons ici, c'est écouter, je suppose, et il y a des citoyens qui s'expriment sur la vie de la nation. Et je pense que chacun doit avoir son mot à dire dans la gestion de cette transition, c'est très important. Il faut quand même mettre de côté les égos et puis mettre au centre l'intérêt de la nation, c'est très important. Merci Garay. Allez-y Akoumba, Garay qui donc banalise cette interdiction de voyager qui donc concernera les membres des gouvernements et les hauts cadres des 3 pays en transition. J'aimerais insister sur ce qui a été décidé en tout cas au cours de cette réunion et qui a été communiqué à travers ce communiqué final, permettez-moi la tautologie. Il a été dit au point 12 concernant la Guinée que la CEDEAO insistait sur l'application de 24 mois couvrant 10 domaines prioritaires. Et il a été également dit au point 13 que la CEDEAO accordait
de l'importance sur l'accord qui a été signé le 21 octobre 2022 à Conakry. Et cette même CEDEAO demandait à ce qu'il y ait une mise en place d'un comité conjoint de suivi et évaluation. Ouais. Je pense qu'il y a déjà un comité de suivi, mais insistons là-dessus, si la CEDEAO est revenue après tout pour dire qu'il faille mettre un comité de suivi et évaluation, comité conjoint bien sûr, et de s'abstenir de toute action unilatérale. Je cite, de s'abstenir de toute action unilatérale à même de saper l'esprit de collaboration des deux côtés. Je pense que c'est assez clair. Mais je viens au point 14. Pour dire que les chefs d'État de la CEDEAO ont exhorté vivement les autorités guinéennes à mener un dialogue national inclusif avec l'ensemble des acteurs politiques et de garantir la sécurité et la liberté de tous les participants et instruire les présidents de la commission de la CEDEAO d'accompagner ce processus. Voudrait-il dire que le dialogue dont on nous a servi ici n'a pas intéresser la CEDEAO, les chefs d'État de la CEDEAO? C'est une question. Voudrait-on dire qu'il faille reprendre totalement le processus de dialogue? C'est une question. Mais Aboubakar, la conférence des chefs d'État a d'ailleurs instruit au point 15, le médiateur de la CEDEAO a poursuivi la collaboration avec les autorités et a veillé pleinement à la mise en œuvre de cette feuille de route. Mais le point qui m'intéresse beaucoup plus, puisqu'on a parlé de l'interdiction de voyager, c'est le point 22 de la communication. Pour une fois, et même si ça relève d'une pratique internationale qui n'est pas tellement, si vous voulez, qui n'est pas tellement à la disposition du citoyen lambda, la CEDEAO insiste sur ceci. La conférence des chefs d'État et des gouvernements invite les Nations Unies, l'Union africaine et tous les partenaires internationaux à appuyer la mise en œuvre des décisions de la CEDEAO concernant ces trois pays. Bien entendu. Je pense que le fait au nom du principe de subsidiarité, bien entendu. Oui, ce principe, il est connu de tout le monde. Mais le fait que la CEDEAO le rappelle dans son communiqué, je pense que c'est assez significatif. Et d'ailleurs, je termine sur ce point. La CEDEAO traite au même moment, au point 30 de la réunion de chefs d'État, la CEDEAO traite au même moment du cas, si vous voulez, de la création d'une force régionale de lutte contre le terrorisme et de la restauration de l'ordre constitutionnel. Et va jusqu'à divulguer le budget nécessaire pour, disons, impulser une dynamique de mise en œuvre rapide. Et le budget est à $1 milliard américains. Je pense que ce communiqué est un peu différent des communiqués habituels qu'on a l'habitude de nous servir. Mais il faut noter, pour finir, même quand il y a des sanctions contre des membres du gouvernement en termes d'interdiction de voyager, quand il y a une nécessité de voyager, on laisse les membres du gouvernement voyager. C'est comme si un ministre devait se rendre, par exemple, à une réunion des Nations Unies ou à une réunion de la Cour pénale ou à une réunion, et j'en passe. Il peut voyager. Mais même si l'intéressé aussi est malade, il peut voyager. Parce que même la loi de l'Union européenne en matière d'interdiction ouvre certains couloirs. Bien, peut-être un couloir humanitaire. Allez-y, Talibé. J'aimerais avec toi, d'abord, s'il y a une possibilité, revenir sur les sanctions qui étaient en vigueur, qui ont été reconduites aux grandes dames des trois ministres des Affaires étrangères, des ministres des Affaires étrangères des trois pays en transition. Parce que je le rappelais, Maurice Sanda, Diop et cette dame dont je ne me rappelle plus le nom, la ministre des Affaires étrangères du Burkina, les trois avaient mené une démarche concertée et avaient adressé une demande de levée de ces sanctions à l'instance dirigeante de la CEDEAO. Finalement, ça n'a pas prospéré. Peut-on revenir sur ces sanctions qui ont été imposées dès le début à la Guinée? Peut-être pas de façon exhaustive, mais toujours est-il que c'est des sanctions à géométrie variable. Pour ce qui est par exemple de la Guinée, les sanctions essentielles, c'était que ça d'ailleurs... Le gel des avoirs. Cela est commun à l'ensemble des trois pays. C'est la suspension de toutes les instances de la CEDEAO, mais aussi des sanctions qui visaient les interdictions de voyage concernant les cadres, en tout cas les responsables de la transition. Mais
on sait que par exemple, pour ce qui est du Mali, cela avait pris un autre accent lorsqu'il y a eu des sanctions économiques et financières. Ouais, pour l'instant, ce n'est pas le cas de la Guinée. Ce n'est pas le cas de la Guinée. Ouais. Donc cela a varié d'un pays à un autre et selon l'évolution justement des différentes transitions dans ces pays. Ouais. Mais toujours est-il qu'au sortir de la réunion entre les 3 ministres des Affaires étrangères, on a vu que ces pays continuent de souffrir de ces sanctions qui les empêchent de participer aux travaux des différentes instances à la fois de la CEDEAO et de l'Union africaine. Ouais. Donc, cette réunion des ministres des Affaires étrangères visait à obtenir la levée de toutes ces sanctions, ce qui n'a pas été le cas. Et on a vu, est-ce que finalement, pour rejoindre quelqu'un ici, la CEDEAO n'a pas perçu ces demandes ou même ces injonctions de ces ministres des Affaires étrangères comme une sorte de provocation. À les rencontres, parce que les textes de la CEDEAO interdisent qu'un pays puisse participer aux travaux des instances de l'organisation lorsque ce n'est pas un régime normal qui est en place. Peut-être, Aboubacar, l'autre point sur lequel il faut revenir. On va aller jusqu'à 55 très très rapidement, Talibé, pour clore ce sujet. Par rapport au cas de la Guinée, il y a cet article publié par Africa Intelligence au lendemain de la création du comité de suivi et évaluation. Il y a ce passage qui dit la création par le président guinéen Mamadi Doumbouya d'un comité de suivi de la mise en œuvre de la transition le 16 février a pris la CEDEAO de court. Et l'organisation régionale qui phosphorait de son côté sur le lancement de cet organe depuis plusieurs mois devrait en finaliser les contours à l'occasion d'une visite prochaine à Conakry de son médiateur. Donc, ça veut dire que... et comme l'article est titré d'ailleurs, le colonel Mamadi Doumbouya a été soupçonné ainsi d'avoir coupé l'herbe sous les pieds de la CEDEAO. Et donc, ce média très sérieux nous apprend que ça n'a pas été du goût de la CEDEAO. Et donc, parce que ça rejoint quoi, Aboubacar? Quand vous lisez le communiqué final de la CEDEAO qui dit qu'on doit respecter l'accord du 21 octobre concernant la mise en place du comité conjoint de suivi et d'évaluation, et ce comité de suivi et d'évaluation renvoie au point 8 de l'accord du 21 octobre qui dit, par ailleurs, point 8 par ailleurs, les experts de la CEDEAO de la Guinée ont conjointement recommandé la mise en place diligente d'un comité de suivi et évaluation de la mise en œuvre de ce chronogramme. Donc, partant de ce point 8 de cet accord du 21 octobre qui acte les 24 mois de transition et en le recoupant avec cet article de Africa Intelligence, on comprend que la démarche normale en pareille circonstance aurait été que la CEDEAO et le CNRD travaillent conjointement à la mise en place d'un comité d'évaluation. Donc, on reproche au CNRD, au colonel, d'avoir fait cavalier seul, il n'a pas respecté. Donc, la mise en place de ce comité de suivi décidé par les autorités de Conakry est qualifiée par la CEDEAO d'action de mesures unilatérales. Oui, Aboubacar, un autre point. Oui. Le sommet du 4 décembre, quand il se tenait, le dialogue n'avait pas encore connu ses conclusions. La session du dialogue. Est-ce qu'on peut considérer que ce communiqué final, donc ici, du sommet d'Addis Abeba, du sommet extraordinaire d'Addis Abeba, est une sorte une façon de rejeter les conclusions ou en tout cas la façon dont ce dialogue s'est tenu, parce que le même accord du 21 octobre, où il a rappelé, recommande aux médiateurs de présenter ce chronogramme et de prendre toutes les dispositions pour engager toutes les parties prenantes de la Guinée afin d'assurer une mise en œuvre inclusive du chronogramme. Donc actuellement, il n'y a pas cette inclusivité. Il n'y a pas l'inclusivité souhaitée tant au niveau du dialogue en décembre qu'au niveau de la mise en œuvre des conclusions. Et peut-être pour la mise en œuvre plutôt de l'accord intervenu entre la CEDEAO et la Guinée. Quelqu'un me fait observer que c'est l'une des rares fois, pour ne pas la première fois, et c'est pour justement arriver à une question, qu'un communiqué final de la CEDEAO est signé du président en exercice de la CEDEAO et non du président de la commission de la CEDEAO. Parce que ce communiqué d'hier porte la signature de Ambalo. Certains estiment qu'il y a une sorte de scission entre des chefs d'État
qui ne serait pas favorable au ton de ce communiqué. Et le président en exercice et d'autres. Parce que sur les 15 chefs d'État de la CEDEAO... Il n'y avait que 4 qui étaient présents. En tout cas à la réunion. Oui. Alors que certains signalent qu'il y avait d'autres chefs d'État qui étaient présents au sommet de l'Union africaine. Et ça veut dire que est-ce que la question guinéenne... Ça veut dire que la question, la question guinéenne divise autant. Même s'ils ont été représentés par leur ministre des Affaires étrangères. Ou par est-ce qu'ils ont décidé en fait une affaire personnelle. Est-ce qu'ils ont décidé Allez, on va prolonger le débat. C'est des questions à se poser. Toutes mes excuses à Lincoln et Jean. Vous aurez la possibilité bien extraordinaire de la CEDEAO tenue à Addis Abeba dans la capitale éthiopienne. On marque la pause, nos excuses à l'endroit de nos sponsors. On va respecter tous nos engagements. On revient dans 10 minutes exactement, cette fois-ci, si tout va bien, pour recevoir notre invité précis, Dr Dansa Kourouma, président du CNT. L'icône, on continue d'évoquer ces résolutions, ces fortes résolutions issues du sommet extraordinaire de la CEDEAO tenu à Addis Abeba dans la capitale éthiopienne. Bien entendu, en attendant aussi d'évoquer d'autres facettes et d'autres angles avec bien entendu la collaboration et l'intelligence, l'ingéniosité de notre Montesquieu Talibé Barry. Oui, allez-y. Quand vous avez parlé de Talibé, je voulais juste rappeler à Talibé que la décision qui est tombée est celle émanant des chefs d'État de la CEDEAO. Même si un président n'a pas été présent dans la salle, leurs représentants étaient là. Donc il ne faut pas minimiser cette démarche de la CEDEAO. Elle est vraiment sérieuse. Ceux qui sont en train de vouloir relativiser, je pense qu'ils n'ont pas raison. Abaka, il faut rappeler. Oui, ça c'est à l'endroit de Diarraï notamment. Non, de Talibé aussi, bien sûr, qui a rappelé. Ce n'est pas sa position, mais il a rappelé. Il est à mentionner que la position de la CEDEAO n'est pas à minimiser. Et le ton cette fois-ci est vraiment impératif. Donc, Abakar, la transition guinéenne, le CNRD... Pas impératif sur toute la ligne, les cons, voilà. Bien sûr. Voilà. Disons globalement que le ton a changé. Voilà. La CEDEAO a chouchouté, chériché, si vous voulez, caresser et bercer la junte guinéenne. Mais chaque chose pratiquement a sa limite. Qu'est-ce qui a changé? Pratiquement, il n'y a pas eu grand-chose en termes d'évolution. Mais moi, je voulais juste interpeller ce matin les autorités. Dans les coulisses, il y a des informations qui circulent. Nous sommes tous des Guinéens. Demain, il se pourrait que des gens viennent murmurer dans les oreilles du colonel en termes de réaction à cette sortie de la CEDEAO. De tourner je posais la question, comment la junte va-t-elle réagir à ces résolutions? C'est important de se projeter là-dessus. Il y a des préparations. Les gens, selon des informations, on met tout ça au conditionnel. Donc les EDL, les éléments de langage sont en préparation. Tout à fait. La Guinée pourrait, en termes de réplique, vouloir tourner le dos à ses partenaires. Les 3 pays d'ailleurs. Oui, c'est une perspective qui est évoquée, Talibé. Bien sûr, les 3 pays et se rapprocher beaucoup plus de la Russie à travers Wagner. Mais ce que je vais dire... Donc aller à une fédération des 3. Bien sûr, mais ce que je vais dire, le Burkina et le Mali sont des pays continentaux. La Guinée est un pays côtier. La position stratégique qu'a la Guinée, contrairement à ces 2 pays, ne permet pas à nos autorités de nous mettre dans une situation inconfortable. Le Mali et le Burkina ont des situations quand même qui ne sont pas semblables à celles de la Guinée. C'est les pays aujourd'hui qui sont confrontés au terrorisme. C'est des pays qui ont perdu pratiquement la moitié de leur territoire. Les problèmes du Mali et du Burkina ne sont pas semblables aux problèmes de la Guinée. Donc si aujourd'hui, c'est ce qu'on avait dit par rapport à ce mini-sommet, que Maurice Andan s'associe à ses ministres des Affaires étrangères pour mettre la Guinée dans un problème, je crois que les conséquences pourraient être fâcheuses. Et je vous rappelle que les États-Unis ne pourront jamais accepter que des pays côtiers de la Guinée en passant par le Mali jusqu'au niveau de la Somalie, que ces pays en tout cas basculent avec Wagner qui aujourd'hui est déjà sur la liste noire des États-Unis. Donc avant d'engager ce pays dans une situation inconfortable, il faut bien réfléchir parce qu'aujourd'hui le président est bunkérisé, il écoute des gens qui pratiquement ne défendent pratiquement que leur intérêt, pas l'intérêt de la Guinée. On n'a pas à aller contre les démarches de la CEDEAO. La CEDEAO a beaucoup permis à la Guinée. Si je t'écoute très bien, Lincoln, il faut prendre ces résolutions très au sérieux. Bien sûr, bien sûr. Et c'est cela, et c'est au colonel de jouer. On va toujours le dire. Les mêmes personnes diront un jour... On l'a parlé, il n'a pas compris, il est le seul responsable. Bien, mais Lincoln, je vais rester avec toi, puisqu'il faut les prendre au sérieux. Que doit faire la junte et le gouvernement de transition pour, en tout cas, tenter de changer la donne? Pour changer la donne, je crois que la primature n'a pas été assez conséquente
dans sa démarche pour la mise en place du cadre de dialogue. Vous êtes avec le président. Ouais. Il faut ouvrir le dialogue. On va quand même dans les pays. Mais ils te diront qu'ils ont tout essayé. Non, pas du tout. Non, je me mets à leur place. Oui. Ils te diront, quand j'ai dit il, c'est le coordinateur du dialogue, à la personne du Premier ministre et tout son gouvernement. Je parle des facilitatrices qui te diront qu'ils ont tout essayé pour aller, pour mobiliser en tout cas le plus largement possible pour faire venir tous les acteurs, y compris ceux qui sont à l'étranger aujourd'hui, qui se sentent en exil. Je veux parler de Cellou Dalein Diallo, de Sidi Touré et autres. Et ils te diront qu'ils ont tout essayé et qu'ils n'y sont pas parvenus. Non, la formule n'a pas beaucoup bougé. Awaka, rappelez-vous que dans les pays de guerre ou les pays en guerre, l'État négocie avec les terroristes et même les rebelles. Allez au Mali, on va vous parler de l'accord de l'Alger. Allez dans d'autres pays comme le Tchad et autres, on dialogue avec les rebelles, même les terroristes. Ouais. Il n'y a pas de terroristes en Guinée. Les partis politiques aujourd'hui qui sont hors jeu, on n'a pas tout fait. Autant d'Alpha Condé, nous savons comment on met en place une formule de dialogue. Ouais. Il y a d'abord un pré-dialogue avec ceux qui ne sont pas d'accord par rapport à la gestion d'une transition. Ouais. Les gens font des propositions, vous prenez tous les points. Ouais. Mais l'État guinéen n'a imposé que ces points qu'on a voulu imposer à la classe politique. Les gens n'ont pas accepté. Ouais. Mais choisissez des facilitateurs dans les deux camps. Ouais. Vous vous rencontrez, vous échangez et ensemble vous décidez des points par rapport au dialogue. Du contenu. Mais quand vous-même vous imposez un contenu pour dire à Paul Pierre, venez on va dialoguer, mais c'est pas du dialogue. Ouais. Ça n'a pas changé. Et au-delà, ce sont les conditions de participation des acteurs, de certains acteurs majeurs qui n'ont pas été réunis. On a tout fait pour écarter les éléphants, pour maintenir ce qu'on appelle, pourquoi pas, les poussins. Bon. Je te le dis. Allez-y, Mamadou Dian, pour clore. Je dirais que ces résolutions renvoient nos États à mieux se pourvoir et à revoir leurs copies dans la conduite de la transition. Et c'est à saluer, même si je reste prudent par rapport à tout ce qui est, comment dirais-je, mesure ou cette communauté internationale qui, à ma foi, quelque part, fonctionne toujours, comment dirais-je, aiguillonné plutôt par des marionnettistes, parce que Aboubacar, même les grands pays que nous connaissons, les États-Unis, la France, tout ça, et les présidents élus de ces États, il y a des gens plutôt qui concoctent, il y a des cénacles d'où proviennent des décisions, et c'est par rapport à tout ça que notre monde fonctionne. Donc, quand vous apprendrez à connaître tout ça, vous vous méfierez par rapport à tout ce qui émane, comment dirais-je, de ces institutions. Concernant d'ailleurs l'Union africaine, il y a eu un rapport qui a été publié à l'issue de ce sommet où cette institution est épinglée pour mauvaise gestion de ses finances et clientélisme. Donc des institutions qui fonctionnent comme ça à la petite semaine, dites-vous que les décisions qui en émanent ne pourraient pas tellement être prises au sérieux. Donc d'où ce ton qui est en train d'être épousé par les trois capitales, à savoir Conakry, Bamako et Ouagadougou, pour un peu se radicaliser, ce qui, ma foi, ne serait pas la solution, parce que c'est un peu, ces pays subissent un peu l'effet Wagner, le fait de s'être tourné vers la Russie. Et la Guinée, qui n'a pas Wagner sur son territoire, est quelque part une victime collatérale de l'entêtement de ces deux capitales. Donc, c'est pourquoi nous devons savoir raison garder et suivre notre rythme. À force de trop se solidariser, de se serrer les coudes avec les autres, nous finirons par en payer aussi le prix fort. Voilà. Et vous avez tout résumé en disant que ces résolutions donc, sont comme une interpellation pour, à l'endroit des autorités des trois pays en transition, une interpellation pour leur demander de rectifier le tir, en tout cas de mieux se pourvoir. C'est ce qu'on pouvait dire pour l'instant donc sous ces résolutions. On va y revenir en regardant d'autres angles et d'autres facettes donc de ces résolutions dans le numéro Mirador de demain, mardi.